Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, entretien une rencontre avec le député de Pontiac à la Chambre des communes, Mathieu Ravignan. Natif d'Orléans en Ontario, Mathieu Ravignan a obtenu une licence en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Fonctionnaire engagé à la cause syndicale, il a été membre actif de l'Alliance de la fonction publique pendant 10 ans avant de devenir député de Pontiac en mai 2010. Monsieur Ravignan, évidemment, avant le 2 mai 2010, il y a à peu près personne qui vous connaissait. Alors, le but de cette émission, si vous nous le permettez, ça va être de vous connaître un peu plus, connaître l'homme derrière, le politicien derrière, celui qui a défait Lawrence Cannon en 2010. Je vais tout de suite commencer avec l'origine de votre nom de famille, Ravignan, qui n'est pas un nom régulier ou un nom qu'on entend régulièrement. D'où ça vient, ce nom-là? C'est un nom belge, ça vient de la région de Namur, en Wallonie, en Belgique. Et puis, c'est mon arrière-grand-père qui est venu au Canada. Votre arrière-grand-père, votre mère qui est canadienne-française? Justement, ma mère vient de la région d'Ottawa, la Basse-Ville, Vanier. Donc, oui, c'est une Canadienne-française. Et vous avez été élevé, en fait, vous êtes natif d'Orléans, vous avez passé toute votre jeunesse à Orléans, mais toute votre enfance, c'est-à-dire tous vos étés dans le secteur de Gracefield. C'est exact. Mon grand-père, du côté de ma mère, avait pris un chalet sur le lac Pimichongan, qui est lac qui se verse finalement dans le 31 000, le lac 31 000 que beaucoup de personnes connaissent. Et puis, on a passé nos étés au chalet sur le lac, faisant de la pêche et puis se promener dans la forêt. C'était très bien. Et déjà depuis 10 ans maintenant, vous êtes déménagé sur la rive québécoise, vous habitez dans le comté. Oui, dans le comté. J'habite à Cantley. Puis c'est un peu parce que de mon contact avec le Pontiac durant ma jeunesse que j'ai voulu. J'ai toujours eu l'idée, après l'université, d'aller là avec ma famille, fonder une famille dans le Pontiac, dans la région de la circonscription, disons, dans la vallée de la Gatineau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on pense à votre enfance, quand on pense à votre famille, on parle déjà à ce moment-là de syndicats. Votre famille était très impliquée là, au niveau des syndicats. Tout à fait. Des deux côtés, on a découvert ça après, mais ma famille belge en Belgique était une famille de syndicalistes très politisée. Et puis, du côté aussi de la famille de ma mère elle-même travaille pour l'Alliance de la fonction publique, ainsi que ma grand-mère. Donc, je baignais dans un monde de syndicalisme. Est-ce que c'est des discussions qu'on avait autour de la table? Est-ce qu'on parlait de syndicalisme, de droits de la personne, d'égalité déjà quand vous étiez plus jeune? Je pense que oui, sauf pas nécessairement... plus indirectement, je pense que ça faisait partie de mon environnement, des questions de justice sociale, des questions d'égalité et puis des droits des travailleurs. Ça fait partie de la façon que mes parents pensaient et puis que mes grands-parents pensaient, mais on ne passait pas notre temps à la table en train de discuter de la politique très souvent. Ça arrivait. 13 ans, vous commencez à faire du karaté. Vous êtes quand même assez jeune. Qu'est-ce que ça vous a apporté là, au niveau de votre adolescence de faire justement cet art martial-là? Énormément. J'étais un gros fan du hockey. Sur glace, je faisais de hockey depuis que j'étais très jeune. C'est devenu moins plaisant quand c'est devenu très, très compétitif. Et puis, évidemment, c'est un sport d'équipe et je cherchais quelque chose qui était plus à moi, plus personnel, qui me donnerait de la discipline. Ça n'allait pas nécessairement très bien à l'école dans le temps. Et puis, tu sais, quand on est jeune adolescent, on se cherche. Et puis, je suis tombé sur un instructeur de karaté. Comme tout le monde, on voit des films, ça nous intéresse, ça semble être intéressant. Je me suis lancé là-dedans et ça m'a donné, je pense que ça m'a donné une discipline, ça m'a aussi donné une force intérieure qui est restée avec moi même aujourd'hui. Ça m'a toujours permis je pense que de bien travailler et puis aussi de garder une perspective. Tu sais, quand on passe notre temps à faire des combats avec d'autres où ça peut être dangereux, une situation difficile au travail ou une situation difficile au Parlement, par exemple, semble un peu, peut-être un peu moins comparée à défendre notre vie.
Et vous avez tellement aimé le karaté qu'à peine 5 ans plus tard, donc à 18 ans, vous avez vous-même commencé à devenir instructeur de karaté. Oui, d'abord, je suis devenu instructeur de Kung Fu. Je faisais du Kung Fu au début. Puis là, ensuite, j'ai fait du karaté. Et puis, j'ai été instructeur de Kung Fu avant de devenir ceinture noire en karaté. Après avoir devenu ceinture noire de karaté, j'ai commencé à aider à mon sensei d'aider aux étudiants. Évidemment, vous continuez toujours à donner des cours et on sait là, que tout de suite à votre élection, les médias ont fait leur chou gras avec le fait que, bon, c'est un instructeur de karaté qui remplaçait Lawrence Cannon. Est-ce que vous avez été un petit peu, je dirais, blessé là, de l'image qu'on avait de Mathieu Ravignan? Bien, pas nécessairement de l'image qu'on avait de moi, parce que je pouvais la corriger. J'ai d'autres choses que j'ai fait dans ma vie, et puis on va sans doute en parler. J'étais un petit peu offusqué par le fait qu'on attaque l'art du karaté. C'est-à-dire que c'est noble, le karaté, ça apporte des bonnes valeurs, c'est pas violent, même si on fait des combats. Et puis, il y a une spiritualité au karaté. Et puis, les médias, on peut ignorer le côté positif des arts martiaux. Et ça m'a un peu frustré. Vous avez étudié à l'Université d'Ottawa, vous avez fait le choix d'étudier en sciences politiques. Est-ce que c'est le background familial là, qui vous a amené à choisir cette option-là? J'imagine, sauf qu'au début, quand j'ai commencé mon bac en sciences sociales, je voulais faire de l'anthropologie. Et puis, l'étude de l'homme. Mais le programme n'était plus disponible. Et tranquillement, ça s'est précisé. J'ai fait un bac général en sciences sociales. Tranquillement, ça s'est précisé pour les sciences politiques. Et je pense que c'était vraiment une question de justice. Et puis, cette question-là de justice sociale, je pense qu'effectivement, ça doit venir de mon enfance et puis de mes parents. Et de ces années-là, ces années d'études en sciences politiques, quels souvenirs vous gardez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en étant député, est-ce que vous pensez que vous avez retiré des choses qui vous sont utiles aujourd'hui dans votre métier? Tout à fait, sauf que ça restait à un point de vue théorique. Il faut dire que maintenant, je suis dans la pratique de la politique et puis il y a tout un monde qui les sépare. Mais reste que le fonctionnement du gouvernement, les paliers du gouvernement, des questions constitutionnelles, tout ça était déjà acquis avant de devenir député. Et puis, je pense que c'est un avantage. Évidemment, vous avez été élu en 2010 sous la bannière du NPD, mais déjà en 1997, alors que vous aviez 24 ans, votre première élection, et vous ne vous attaquiez pas à n'importe qui, à Gilles Duceppe dans son comté, vous étiez sous la bannière du Parti communiste du Canada. Quelle expérience ou quel souvenir vous gardez là, de cette première campagne-là? Bien, il faudrait d'abord, pourquoi est-ce que je me suis présenté pour le Parti communiste? D'abord, j'avais fait un voyage au Nicaragua. Le Nicaragua, c'est un pays excessivement pauvre. C'était le deuxième pays le plus pauvre dans l'hémisphère occidental. C'était ma première expérience avec la pauvreté et puis le manque de justice sociale était incroyable. Il y avait des enfants qui travaillaient à l'âge de 7 ans dans des conditions déplorables. Et je voyais qu'évidemment, il restait du travail à faire aussi au Canada pour assurer plus d'équité. Et puis, j'étais jeune, enthousiasmé par la politique, puis le changement. Et puis, dans le temps, on travaillait très fort contre la coupure aux frais de scolarité, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est les années Martin, aussi Chrétien, avec les coupes des années 90. Puis il y avait aussi le gouvernement de Mike Harris au provincial en Ontario, un gouvernement qui était très, très à droite. Donc, tout ça m'a un peu radicalisé. Donc, j'ai décidé de me prendre contre Gilles Duceppe, entre autres parce que M. Duceppe avait été communiste. Il y a peu de gens qui savent que M. Duceppe a été membre du Parti communiste. Non, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Mais, tu sais, je pense qu'il y a plein de politiciens, quand ils sont jeunes, on expérimente avec certaines idées.
on pense changer le monde au complet du jour au lendemain. Puis M. Duceppe était comme ça, comme Trudeau et d'autres politiciens dans leur jeunesse, et moi, entre autres. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être la bonne façon de stimuler du débat, un débat de justice sociale, en me prenant contre Jules Duceppe, qui était... et puis, on a eu un peu de médias sur cette question-là. Mais oui, mais évidemment, c'est un géant de la politique québécoise. Et puis, il n'y avait pas question de vouloir le descendre non plus. C'était vraiment juste de faire véhiculer nos idées. Vous êtes, évidemment, vous avez terminé dernier, 123 votes seulement là, pour vous. Mais ce n'était pas un constat d'échec suite à cette élection-là? Pas du tout, parce qu'on le sait, quand on se présente pour un petit parti politique, et puis qu'on est activiste, qu'on ne va jamais gagner. La raison pourquoi on se présente, c'est de présenter des idées, de faire partie du débat. Puis pour moi, dans le temps, je pense aussi, j'étais étudiant, je pense que c'était aussi de faire l'expérience d'avoir fait une campagne électorale, d'avoir vraiment fait quelque chose de pratique au niveau politique, et puis de m'engager, puis de comprendre le système. J'étais toujours aux études. Donc, se présenter dans les élections venait à un peu enrichir mon éducation en sciences politiques. Et jusqu'à la dernière élection, jusqu'en 2010, vous étiez fonctionnaire fédéral, mais pas un fonctionnaire qui ne faisait que travailler ou pousser du papier. Vous avez d'ailleurs fondé ou cofondé le local, je ne vais pas me tromper, la section locale 2626 du syndicat de la fonction publique. Ça a toujours été quelque chose qui vous a suivi, ce besoin, si on veut, là, de justice sociale? Tout à fait. Et puis, c'était à l'université où on a fondé la CFP 2626. Et puis, on a constaté que vis-à-vis presque toutes les universités, les assistants de recherche, surtout en laboratoire, c'était plutôt une question pour les sciences naturelles, n'avaient pas des droits, travailler des longues heures aussi, étaient très mal rémunérés. Et puis aussi que leur travail n'était pas reconnu par leurs professeurs. Des fois, en laboratoire, on fait des découvertes, puis c'est l'étudiant qui fait la découverte, pas le professeur. Le professeur, c'est le nom du professeur qui apparaît sur l'article. Et donc, on a voulu aider ces gens-là, puis aussi aider tous les assistants de recherche et puis d'autres travailleurs à l'Université d'Ottawa de bien gagner leur vie. Donc, l'héritage familial là, qui est revenu, puis qui vous a permis là, de fonder cette section locale. Bah, probablement, oui. Et si vous permettez, on va prendre une pause et on va continuer notre discussion par la suite. D'accord. Mon nom est Juliette. Je fais partie des amputés de guerre. Je suis une vainqueur. Je l'ai commencé quand j'étais tout petit. Je parle à des personnes qui veulent savoir c'est quoi. Et je dis que je suis née comme ça. J'ai une prothèse qui remplace mon bras. Des questions? Qu'est-ce que tu as comme prothèse? J'ai une prothèse avec des fleurs et un papillon et une autre fleur. Et j'ai une prothèse avec des poissons. 3 poissons. Est-ce que des fois ça fait mal, une prothèse? Pas du tout. Mettre une prothèse à Juliette, c'était parce qu'on voulait qu'elle soit autonome. Être autonome sur ses loisirs, jouer à poupée, faire du vélo, sur sa réalité d'enfant de 6 ans. Il faut faire confiance aux forces de notre enfance. Les amputés de guerre, c'est ça que ça nous permet. Je comprends maintenant, quand on dit des vainqueurs, ça pourrait pas être autre chose que vainqueurs. De retour entretien pour continuer notre discussion avec Mathieu Ravignan. Mathieu Ravignan, bon, évidemment, on a parlé un petit peu du parcours avant de devenir député. Vous avez fait le choix là, du parti, du NPD, Nouveau Parti démocratique. Dans un premier temps, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes membre du parti et pourquoi ce parti-là en particulier vous au Bien, ça fait depuis que j'ai quitté l'université, quelques années après l'université, que je me suis joint au NPD. Donc, c'est au moins une dizaine d'années. Et puis, la raison, pour moi, c'est la social-démocratie, c'est-à-dire la perspective idéologique du NPD. C'est la seule idéologie, selon moi, qui peut assurer une paix sociale. C'est-à-dire que
les travailleurs ont des intérêts et puis, évidemment, le patronat a des intérêts. Si on favorise trop le patronat, on diminue les droits des travailleurs et des citoyens. Et si on favorise trop, évidemment, les travailleurs et puis, leurs conditions de travail puis leurs biens, on diminue aussi peut-être la productivité puis la compétitivité de notre système économique. Donc, la différence avec la social-démocratie, c'est qu'elle croit qu'on doit s'asseoir, le patronat et les travailleurs, les citoyens et puis le gouvernement, d'assurer un contrat social qui est juste pour tout le monde. Évidemment, quand vous avez pris la décision de vous présenter sous les couleurs du NPD en 2010, vous avez d'abord une jeune famille, des enfants qui sont très jeunes. Vous habitez le comté, donc pas très loin du Parlement. Donc, j'imagine que ça a dû rentrer en ligne de compte dans votre décision de vous présenter. Mais vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous étiez à peu près convaincu de gagner parce que vous avez été, d'abord, votre candidature a été annoncée assez tard pendant la campagne électorale. Vous aviez l'impression, dans quel but là, vous vous êtes présenté dans le comté avec probablement pas l'espoir de battre M. Cannon? Oui, mais d'abord, l'annonce s'est faite tardivement parce qu'il fallait que je négocie un congé sans solde avec mon employeur, qui était le gouvernement fédéral. Mais les préparations avaient déjà commencé avant la déclaration. Mais non, évidemment, contre un ministre comme M. Cannon, avec toute son expérience, je ne m'attendais pas à gagner, mais c'était pour avoir un candidat dans le Pontiac du NPD qui pouvait présenter les valeurs du NPD, les valeurs social-démocrates, que pour moi étaient très importantes. Et donc, c'était vraiment de garder la présence du parti dans le comté, étant donné que la candidate qui s'avait présentée avant ne se représenterait plus. Évidemment, le soir du 2 mai, vous aviez probablement senti venir là, le vent, là, la vague orange qui s'en venait, mais le soir du 2 mai, quand on vous a annoncé vainqueur, quel genre de réaction vous avez eu? Bien, 2 semaines avant les élections, ça avait changé. Donc, je peux dire que je ne m'attendais pas à gagner au début de ma candidature, mais 2 semaines avant les élections, en faisant du porte-à-porte, en parlant aux gens, parce que j'en avais fait comme bénévole avant, puis la réaction était complètement différente. Donc, à chaque fois, je me rendais, je sais pas, au Maxi à Maniwaki, puis je serrais les mains, les gens me supportaient. Dans tous les coins, il y avait des gens qui voulaient voter pour le NPD. Donc ça, je voyais que ça avait changé. Et là, ils ont publié un sondage. Avant ça, ils avaient imposé un petit peu la moyenne de la province sur le Pontiac. Puis le Pontiac, comme vous le saviez aussi bien que moi, c'est un comté un petit peu différent au Québec. Bon, il y a un mélange d'anglophones, ça a toujours été soit conservateur ou libéral. Donc, mais ils ont publié un sondage qui visait vraiment le Pontiac. Puis j'étais, je pense, si je me rappelle bien, 1 ou 2 points en avance de M. Cannon. Et c'est là où je commençais vraiment à croire que le vent du changement allait m'élire. Mais je me suis dit, la machine des conservateurs, tu sais, il faut vraiment sortir le vote le jour des élections, allait me battre, mais le destin avait d'autres choses à dire. Évidemment, c'est toute une réorganisation familiale à partir du moment où vous êtes élu, donc vous démissionnez de votre emploi. Et pour vous, l'avantage de pouvoir quand même rester à la maison, est-ce que ça apporte un plus là, pour un conseiller, c'est-à-dire un député du secteur ici? Ah, tout à fait. Je pense qu'être près du Parlement, c'est un avantage. J'ai des collègues qui viennent de Vancouver, qui quittent des jeunes familles. Ils ne voient pas leurs enfants pour des semaines. Moi, au moins, presque à tous les matins, je vois mes enfants. Mais il faut dire que toute l'horaire du Parlement est organisée d'une façon où il n'y a pas de vie familiale. On a des votes qui sont très tard, souvent en soirée, où les votes sont vers le souper, durent peut-être 1 heure. Donc souvent, je pars pour le Parlement très tôt le matin. Je reviens parce que j'ai des jeunes enfants, après qu'ils sont déjà couchés. Donc, c'est clair qu'il y a des sacrifices. C'est pas toujours facile. Et puis, je pense qu'il y a des attentes pour les députés de la région qui sont plus importantes que peut-être un député qui quitte son comté
pour venir à Ottawa. On s'attend à un petit peu plus de présence dans le comté durant les semaines où le Parlement siège. Mais ça va, ça va. La vague orange de 2010 a été beaucoup créée par Jack Layton, que vous avez connu, que vous avez côtoyé. Quel souvenir vous gardez de cet homme politique-là? Évidemment, tout le monde se souvient de son charisme, mais moi, je me souviens parce que j'ai suivi sa carrière. Moi, c'est moins le charisme moi, c'est sa force intérieure. C'est son enthousiasme pour les idées du parti. C'est vraiment le fait que s'il voulait changer quelque chose, il n'y a rien qui pourrait arrêter Jack. Quand il y avait une question, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit les droits des travailleurs, que ce soit la pauvreté, parce qu'il a beaucoup parlé de pauvreté, particulièrement pour les sans-abri. Et puis quand on suit sa carrière au municipal à Toronto, puis on le suit un petit peu à travers de sa carrière politique, on voit un homme extrêmement fort et extrêmement convaincu. Avec le recul de presque 2 ans maintenant, est-ce que vous pensiez que ça a été une erreur pour Jack Layton de se quand même lancer en campagne électorale, sachant là, un petit peu ce qui l'attendait au niveau de sa santé? Pas du tout. Je pense que pas du tout. Au contraire, je pense que pour lui, il n'y avait pas d'autre chose qu'il pouvait faire. Pour lui, c'était les idées, c'était les valeurs. Et puis, il n'aurait pas pu faire autrement. Et puis, je pense que les gens... regarde, je ne sais pas si vous avez lu la lettre je pense que si on peut un peu retourner dans le temps puis penser à ce moment-là, puis comment ça a eu un impact sur l'histoire de la politique canadienne, je pense qu'on aurait été perdant si ça n'avait pas présenté dans les élections. Monsieur Ravigna, je ne veux pas vous avoir en studio sans vous parler de ce qui se passe, pas nécessairement actuellement comme tel au point de vue social, mais on sent qu'il y a vraiment un changement de mentalité, un vent de changement dans la population. On s'en va de plus en plus à gauche, particulièrement au Québec, mais le mouvement qui se transforme et qui se transporte un peu partout. On n'a qu'à penser au mouvement des étudiants, mais qui est devenu beaucoup plus grand. Comme social-démocrate, comment vous réagissez à ce vent de changement-là? Bien, c'est tout à fait passionnant. C'est très intéressant à voir comme phénomène. Il faut dire qu'il y a des éléments positifs et des éléments négatifs dans ces mouvements-là. Mais moi, je pense que ça fait partie de la globalisation de la politique. On a vu avec le printemps arabe que des changements, ça peut se faire par des mouvements de masse. Et je pense que ce modèle-là se reproduit un petit peu dans tout le monde. On parle de la Grèce, on peut parler aussi, évidemment, de la situation au Québec avec les étudiants. Mais je pense que l'important dans tout ça, c'est que les gens s'engagent. On a besoin. Et puis aussi que la vieille façon de la politique, de faire de la politique, faut le questionner. On ne devrait plus faire de la politique comme on le faisait avant. Faut éviter le patronage. Il faut éviter le manque de transparence. Il faut éviter des pots de vin. Je veux dire, et puis, le plus de scandales qu'on va avoir, le plus que les gens vont s'enrager. Donc, je pense que qu'est-ce qui est important, la leçon pour les politiciens qui sont élus, c'est qu'il faut s'autodiscipliner. Et c'est entre autres une des raisons pourquoi j'avais proposé un projet de loi cette année pour discipliner les politiciens quant au choix fait par leurs commettants de respecter la bannière politique que les commettants avaient choisie. Je pense qu'en allant en avant, si notre démocratie ne se réforme pas, on va voir de plus en plus de marginalisation de certains secteurs de notre société, comme les étudiants et les jeunes. Il faut faire de la place pour les jeunes. Puis le NPD comme parti, on fait ça. On a fait de la place pour les jeunes. Il y a un changement de génération politique. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, par contre, que de plus en plus la population demande ou voudrait un État-providence, c'est-à-dire un État qui paye pour tout, donc on n'a rien à payer? Est-ce qu'on est en mesure, comme pays ou comme société ou comme gouvernement, si on veut, d'aller vers un État comme celui-là? Je pense que c'est une question de choix.
comme porte-parole du Conseil du Trésor, je vois beaucoup de choix financiers par les conservateurs qu'on peut questionner. Est-ce qu'on va dépenser l'argent des contribuables sur quoi? Est-ce qu'on va le dépenser sur les prisons? Est-ce qu'on va le dépenser sur les F-35 puis les jets? Ou qu'est-ce qu'on peut sur des dons pour les grandes entreprises? Je pense que c'est un problème de revenus. Vous avez complètement raison, c'est un problème de revenus, mais on prend les revenus d'où et puis on dépense sur quoi? Puis les choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'assurance-emploi, selon moi, ça, c'est des dépenses d'État essentielles. D'autres dépenses peuvent être questionnées. D'autres dépenses peuvent être questionnées. Est-ce que vous pensez, après 1 an et demi ou après presque 2 ans maintenant que le NPD est à l'opposition, pensez-vous que vous êtes en mesure, peut-être lors de la prochaine élection, de prendre le pouvoir? Bien, je pense que ça va très bien sous notre nouveau chef. Je pense que tous les scénarios de désastre de notre équipe ne se sont pas réalisés. Les médias ont parlé d'une jeune équipe sans expérience, qu'on allait se déchirer durant la course au leadership. À chaque fois que les médias ou d'autres politiciens pensent qu'on va tomber, le décès de Jack, c'est un autre exemple. À chaque fois, le défi nous donne de l'énergie et nous rend plus combatifs. Et la raison, c'est parce que on est vraiment un parti de valeurs, puis un parti de l'humain. Et puis, ça ne changerait pas. Puis je pense que les Canadiens réagissent très bien à notre approche. Monsieur Ravignan, bien, écoutez, c'est tout le temps dont on disposait déjà. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. On vous souhaite bonne chance, bonne continuité. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une prochaine émission d'entretien. Alors, évidemment, continuez à nous suivre sur notre site Internet www.tvc.qc.ca. Merci. Bonne fin de soirée sur nos ondes.